Une réalisation de Studio Machiavel. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise, puis il a fait crack, là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs, puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 30e épisode déjà, on reçoit dans les nouveaux espaces de Studio Machiavel Frédéric Aubé, fondateur de Cozy, la première entreprise de divan en boîte au Canada. Nous discutons de défis de consolidation, de soutien de la croissance et l'expertise québécoise en design industriel. Pour ce faire, voici votre hôte, Louis Palacio, réalisateur d'ambition chez Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour les moutons noirs. Alors, bienvenue au balado Né pour un gros pain. Aujourd'hui, je suis bien excité parce qu'on reçoit le fondateur de Cozy, donc Frédéric Aubé, donc qui est la première entreprise de divan en boîte au Canada. Donc, merci d'être avec nous, Fred. Merci, Louis. Ça fait plaisir de te recevoir. Donc, d'abord, on a une tradition au balado, donc pour briser la glace, pour bien partir les choses. On aime bien demander, la première question, c'est quel type de pain es-tu? J'ai renversé la question, je l'ai posée à ma blonde hier. Quel type de pain suis-je? Sa première réponse m'a pas un peu déçu, mais elle m'a dit un bon vieux pain-pomme. Un bon vieux Québécois, un bon vieux pain-pomme. J'ai trouvé que c'était quand même une belle représentation, polyvalent, simple. C'est aussi, là, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment la vision de Cozy, simple. Donc, pain-pomme, là, je pense que ça vient bien décrire quel type de pain je suis. Excellent, ok, j'aime ça, j'aime bien. Puis, sans plus tarder, on va passer un petit peu dans la première section. Donc, bien entendu, tout le monde veut savoir comment tu gagnes ton pain. Donc, si tu veux me parler un petit peu de Cozy, comment vous êtes partis, les membres fondateurs, tout ça, les débuts de Cozy essentiellement. Là. En fait, Cozy, on a débuté à vendre en juin 2020, donc en pleine pandémie. L'idée datait de quelques mois auparavant. Ça faisait 18 mois que je travaillais sur le projet Cozy. Pendant ce temps-là, j'ai développé le produit, développé le modèle d'affaires, mais tout ça a commencé. J'avais un background dans le meuble auparavant. Je travaillais dans un fonds d'investissement et j'habitais dans le ghetto McGill. Donc, tout ça mis ensemble, déménager des divans, regarder les opportunités d'investissement pour une compagnie que je regardais, Sleep Country, qui venait faire l'acquisition de Andy à l'époque, combiné à mon background dans le meuble, toutes ces idées ont commencé à mijoter. Comment créer une expérience plus simple pour acheter des meubles? Comment créer un assemblage plus simple pour déménager des meubles? Donc, tout ça mis ensemble est venu à Cozy, qui est le premier divan en boîte, facile à assembler, facile à livrer et dont toute l'expérience là, est simple. C'est vraiment ça, la mission de Cozy, c'est de simplifier la vie des Canadiens lorsqu'on achète un meuble. Et on a commencé avec les divans parce que c'était vraiment ça le plus gros problème. C'est gros, c'est cher, c'est difficile à transporter, c'est difficile à livrer. Donc, vraiment, là, on a attaqué les divans en premier, mais on en parlera plus tard. Là. C'est tous les meubles qu'on veut attaquer d'ici les prochaines années, mais le divan était vraiment là, la catégorie la plus facile à disrupt en partant. Ah, excellent. Puis j'aime ça que tu me parles justement qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent, ça va être intéressant. Mais si on fait, avant même justement de rentrer dans le plus profond du sujet, on retourne un petit peu ton parcours, comment, avant même de te rendre au ghetto de McGill, de rentrer dans tout ce monde-là, je pense que tu avais des aspirations de joueur de hockey avant, donc comment c'est parti ça, avant même de te rendre là? Oui, moi j'ai toujours grandi, là, jusqu'à temps que j'arrive à McGill, j'ai toujours grandi en pensant que je pourrais être un joueur de hockey. Mon père avait joué au hockey, avait joué Division 1 aux États-Unis, avait joué un petit peu en Europe. Donc moi, j'ai grandi dans l'idée que j'étais pour jouer au Centre Bell. Ah. Et j'ai joué 4 ans junior majeur, mais c'est vraiment au milieu de ma carrière junior que j'ai fait... OK, il y en a des bons joueurs de hockey partout dans le monde, puis probablement que je ferais pas... probablement que le rêve du Centre Bell, je peux l'oublier. Fait que c'est quoi mes options, c'est quoi mes plans B? J'étais quand même un bon étudiant. Donc c'est là que j'ai commencé à me réorienter. Au même moment... mon père venait de faire l'acquisition d'une entreprise de meubles qui reprend mon premier point plus tôt dans notre conversation. Donc, il m'a mis sur le board de la compagnie qui s'appelait Bestar, qui fait du mobilier à Lac-Mégantic. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à m'intéresser à la business, m'intéresser au monde de la finance.
Et c'est pour ça que je suis rentré à McGill en finance. J'ai fait mon bac en McGill en économie. Et de fil en aiguille, là, ça s'est transporté vers COSI. Mais jusqu'à 18 ans, 19 ans, moi, je pensais que c'était une carrière de joueur de hockey, non une carrière de vendeur de meubles en ligne. Ouais, non, je comprends. Mais ça t'a appris, j'imagine, quand même des leçons puis des acquis que tu utilises aussi dans ton parcours. On sait que je pense que le Québec, du moins le hockey est très populaire au Québec, là. Donc, tu peux peut-être dire si ça a eu un impact, genre l'esprit d'équipe, je pense que ça a formé quelque chose en toi. Aussi, quand on envoie un divan à Chicoutimi, ben je sais c'est où. Quand on envoie un divan à Rouen, je sais c'est où. Mais non, le hockey enseigne de super choses. La LGMQ, c'est une école de vie. J'arrête pas de le dire, je suis un fervent défendeur de la LGMQ. Côté camaraderie, créer un esprit d'équipe, créer une certaine culture, comment dealer avec plein de monde de différents backgrounds. Le hockey, c'est plein de backgrounds, plein de personnalités différentes. Donc, de plus en plus que j'évolue avec COSI, que l'équipe s'agrandit de plus en plus. Pas que ça ressemble à une chambre de hockey, c'est très différent dans plusieurs aspects, mais c'est quand même cet esprit d'équipe-là qu'on essaie de recréer. Fait que la LGMQ est une école de vie, le hockey est une école de vie. Et ça me sert aujourd'hui. Je pense que ça va me servir toute ma vie aussi. Wow, OK. En fait, pour mon prochain point, justement, je voulais parler un petit peu de l'industrie du meuble. Puis, je pense que vous êtes très proche aussi de l'autre industrie aussi, de tout ce qui est matelas en bois, tout ça. Donc, il y avait des révolutions un petit peu qui se faisaient attendre puis qui sont pas venues un petit peu. Est-ce que tu m'avais parlé justement de l'industrie du meuble. Est-ce qu'il manquait d'innovation quand vous êtes arrivé? Il en manque encore beaucoup? Comment tu vois ça? Je pense qu'il y a eu de l'innovation, mais c'est dans différentes sphères. Les matériaux sont pas mal mieux qu'ils étaient, les assemblages sont pas mal mieux qu'ils étaient. Il y avait différents business models à gauche, à droite des marketplaces, mais il n'y a pas personne qui essayait de consolider toutes les innovations qui est arrivées dans les années futures pour en faire un modèle. Donc, c'est là que COSI est arrivé, a innové sur le processus d'assemblage, a innové dans la livraison, a innové sur l'expérience client, a innové sur tout ce qui était service à la clientèle aussi, qu'on va parler tantôt. Mais je pense que COSI, on a juste pris des éléments à gauche, à droite pour vraiment créer ce que le monde voit comme une innovation. Mais on a juste été chercher le meilleur de tout le monde pour créer COSI. Là. Mais c'est pas une industrie comme les autos électriques, c'est pas une industrie comme l'aviation, c'est pas une industrie où il y a tant d'innovation que ça. C'est quand même une industrie qui change lentement le meuble, mais quand même, il y a des très bons joueurs. Il y a des joueurs qui connaissent mieux leurs clients que nous. On connaît nos clients. Il fallait juste ramener tout ça en dessous d'un même toit, puis c'est ça qu'on a fait avec COSI. Félicitations. Puis tu parlais d'expérience client, tout ça. Nous, on a reçu notre meuble, il a été livré de COSI, justement, à la porte et tout. Donc, je pense que vous avez pris le temps de sélectionner tu parlais de, justement les livreurs, tout ça, donc des gens qui vont vraiment s'assurer que l'expérience soit complète de A à Z. Exactement. Et ce qui est très difficile avec des meubles, souvent, c'est la longueur de la livraison, parce que ça doit passer à travers plusieurs partenaires, il faut qu'il soit 2 personnes pour livrer. Nous, la plus grande contrainte quand on a dessiné le meuble COSI, quand on a designé COSI, c'était vraiment s'assurer que nos meubles rentrent dans des boîtes qui peuvent passer avec Purolator, qui peuvent passer avec Nationex, qui peuvent passer avec FedEx. Donc, tous les colis qu'on livre sont livrés par des colis qui livrent ton ordinateur. Ouais. Donc, ça assure une rapidité de livraison, une simplicité d'achat, une simplicité d'expérience dans le processus, au lieu que ça passe dans les mains de 5-6 joueurs qui ne se parlent pas, les colis se perdent. Nous, c'est vraiment, là, faut c'est une date au moment où la compagnie veut. Exactement. Puis là, il faut que tu réserves ton samedi matin, puis tu sais pas trop quand ça va venir. Finalement, ils viennent pas. C'est une semaine de plus. Nous, c'est vraiment que tu sois à la maison, que tu sois pas là à la maison. Ils te laissent les boîtes devant la porte. S'il arrive quelque chose, on parlait d'expérience client, on va le remplacer. On prend vraiment la complexité sur nos épaules pour donner de la simplicité au client. Pour qu'il soit sain d'esprit quand il commande chez COSI, puis que ça soit facile. S'il y a un problème, on est là pour tout régler. Ah, c'est vraiment très cool. J'espère qu'il y a plusieurs personnes qui sont sur le point de déménager ou de changer de divan. Et ils vont entendre ça. Peut-être ils vont considérer COSI. Puis si on regarde un petit peu la compétition, vous êtes quand même pas tout seul. Vous êtes quand même dans un marché où il y a des structures, des IKEA de ce monde. Comment vous vous positionnez par rapport à eux? Est-ce que vous les voyez comme compétiteurs? Comment ça se passe, ça? Le marché du meuble est
très compétitif. Ouais. C'est rare que tu dis « Ah ouais, c'est un marché, peu de compétition. » On a des super bons compétiteurs. Tu as mentionné les Structube, les Ikea de ce monde. Là, c'est le fun de les voir ce qu'ils font. On prend de ce qu'ils font le mieux. On essaie d'améliorer sur des choses qu'ils font moins bien. Mais c'est vraiment un marché compétitif et où ils ont pas mal plus d'expérience que nous. Ils en connaissent pas mal plus. Ils connaissent leurs clients, ils connaissent plus de modèles. Ils offrent plus de modèles. Ils offrent plus de tissus. Donc, il faut essayer de se démarquer. Puis je pense que c'est dans la simplicité qu'on fait ça. Eux, c'est beaucoup de sélection. Nous, c'est vraiment le meilleur modèle qu'on peut, au meilleur prix qu'on peut. Fait que c'est vraiment ça la différence. Même dire que l'industrie du meuble n'est pas compétitive serait mentir. Ouais, non, c'est ça, j'imagine absolument. Puis dans le fond, si on peut retourner un petit peu à votre lancement, en 2019, tu me disais, tu m'as dit, vous êtes lancé en pandémie un petit peu, ou très peu après qu'elle ait commencé. Puis aussi les erreurs du pré-lancement, là, ou plutôt du lancement. Là, je ne veux pas non plus voler le scoop un petit peu, mais si tu veux me parler un petit peu de ça. Ça faisait 18 mois que je travaillais sur Cozy, le dessin du produit, où qu'on était pour le produire, les prototypes, le business model, le plan marketing. Et dans mon plan marketing, moi, je voulais faire un pré-lancement, assurément. Disons, j'avais lu beaucoup, je voulais faire un pré-lancement, récolter des emails et finalement lancer comme un mois plus tard avec un peu plus de hype préétabli. Ce qui n'est pas fou en termes de comme, prise de risque, c'est plus safe. Exact. Puis je pense que c'est une bonne stratégie pour certaines personnes. Je pense que le wait d'un mois a cassé le hype. Ça a été notre plus grosse erreur. On a trop attendu. On a dépensé la moitié du budget qui a été prise pour faire le site web a été fait pour faire le site du pré-lancement. Donc, beaucoup d'investissements à faire dans ce site de pré-lancement-là pour, à la fin de la journée, 1000 emails puis un hype que les gens auraient pu acheter sur le site un mois plus tard. Fait que ça, je pense que s'il y a eu une grosse erreur dans les 18 premiers mois, puis aujourd'hui, on look back, il n'y a aucun impact là-dessus, mais à faire différemment, ça serait pas de pré-lancement. Lance, vends tes produits, day one. Et est-ce que tu dirais que c'est particulièrement parce que vous avez un produit physique? Est-ce que pour un service, tu verrais ça différemment? Oui, je pense que c'est différent. On ne pouvait pas vraiment lancer de MVP. Tu n'as pas de minimum viable product quand c'est un produit physique. Là, tu veux un divan à 1000 $, il ne peut pas être average, ton produit. Fait que pour nous, c'était une façon de tester le marché. Y a-t-il une demande? Est-ce que les gens trouvent le produit cool? Mais quand j'y repense, on avait des containers sur l'eau, on avait tout dépensé pour faire le site web quand même. Donc, c'est pas vraiment un test de marché parce qu'on était déjà super engagés. C'était plus pour bâtir du hype, mais le hype aurait été pas mal plus élevé si on avait lancé avec un produit avant. OK, intéressant. Puis, on rentre un petit peu tranquillement dans la deuxième section, l'argent du beurre, où on veut toucher le gras du sujet, dans le fond. Puis justement, j'amènerais avec les défis de l'industrie un petit peu, si tu peux m'en parler en général. Tu as parlé, en fait, tu as dit le mot consolidé, ça m'a allumé une lumière. Il y a quand même beaucoup de consolidation dans ton marché. Est-ce que c'est une menace pour toi, un avantage ou comment tu perçois ça un petit peu, la consolidation? C'est une bonne question. Présentement, on n'évalue pas ça comme un désavantage ni comme un avantage. Je pense que ça va amener, à la fin de la journée, la consolidation bien faite va amener de l'innovation, va amener plus de valeur aux consommateurs. Et à la fin, Cozy, toutes les décisions qu'on prend, c'est pour créer une meilleure expérience d'achat pour les clients. Tant mieux si c'est nous qui sont capables de la créer, mais si d'autres compétiteurs nous poussent à être meilleurs parce qu'ils achètent des compétiteurs, ils utilisent des techniques de synergie pour vraiment créer de la valeur pour les clients et que ça nous pousse à aller plus vite, ça nous pousse à innover encore plus pour le client, ça peut être une bonne chose, mais présentement, pour nous, on n'est pas assez gros pour commencer à consolider et on n'est pas à la recherche de vendre l'entreprise non plus. Fait que ça peut créer des opportunités à aller plus vite, mais présentement, on essaie de pas trop en parler. Tu sais, Sleep Country qui achète un Andy, qui achète un Hush, ça, je pense que c'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses pour tout le monde. Ça permet à Andy d'être meilleur, ça permet à Hush d'être meilleur, ça permet aux clients d'être mieux servis. Fait que ça, c'est toujours des bonnes choses.
Et ensuite, voyons voir ce qui va arriver, là, mais je ne veux pas trop spéculer sur la... Qu'est-ce qui va arriver? Exact, sur la consolidation du marché. OK, intéressant. Puis est-ce qu'il y a... Tu m'as parlé de tous les avantages de votre modèle. Est-ce qu'il y a des défis aussi, des côtés moins le fun, puis d'autres avantages que tu nous as pas dit déjà? Les défis, on a lancé en pleine pandémie mondiale quand les supply chains étaient complètement déconnectés, qui restent déconnectés. Avoir un seul produit fait en Asie, c'est assez compliqué du niveau supply chain. Donc, ça serait le plus grand désavantage. Et quand on parle notre modèle est super axé sur le client. Donc, tout l'inventaire, on veut l'avoir avant de vous la vendre. Donc ça, si la demande se met à tourner ou si on n'est pas bon dans nos prédictions, si on ne vend pas 3 sièges par commande, on en vend 4, bien là, on a peu assez de sièges, on a trop de bras. Fait que c'est tout cet aspect-là. La modularité amène beaucoup de choses. On est capable de créer 500 combinaisons avec 42 SKU, mais il faut que tu sois correct sur tes 42 SKU, sinon tu es complètement débalancé. Donc, ça amène d'autres complexités dans le modèle et on promet une livraison super rapide. Fait que si tu n'es pas bon dans tes forecasts, si tu n'es pas bon dans ta distribution, si tes courriers ne suivent pas, là, c'est toi qui prends le heat. Fait que ça, c'est... Tu sais, quand tu promets une distribution ou une livraison dans 2 mois, si ça prend... si t'es pas bon 1 semaine ou 2 semaines, ça paraît pas trop, mais quand tu promets une livraison 2 à 5 jours, puis 2-3 jours, t'es pas bon, là, t'es déjà dépassé tes délais. Fait que c'est vraiment, quand on parle d'être efficient around notre supply chain, là, c'est vraiment ça, parce que nos promesses sont très tight. Puis ça a l'air de quoi concrètement? Est-ce que c'est plus d'avoir plus de stock? Est-ce que vous avez une formule mathématique, de l'intelligence artificielle? J'imagine même pas le casse-tête que ça doit être. Non, mais tu sais, de plus en plus, on collecte les données de plus en plus. On essaie d'être très data-centric, mais c'est dur quand tu as vendu 50 divans ou 100 divans ou 200 divans. Là, quand on a plusieurs milliers de divans vendus avec des segments d'audience par province, par ville, fait qu'on est capable de mieux orienter notre stock. On a un centre de distribution à Vancouver, un à Montréal. Là, tu ne veux pas avoir trop de stock à Montréal, tu ne veux pas en avoir trop à Vancouver. Fait que juste jongler ça, présentement, c'est ça. C'est essayer le mieux possible d'être accurate. Puis aussi, on ne sait pas comment on va vendre dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. On n'a pas de données historiques pour savoir c'est quoi les taux de croissance par mois, le taux de croissance qu'on va avoir. Fait que tu es tout le temps en train de projeter dans le futur avec peu de données. Donc, c'est assez complexe. Il ne faut pas avoir trop de stock non plus parce que là, ça coûte cher. Avoir du stock, c'est cher sur l'inventaire, cher sur le working cap. On est une compagnie de 18 mois, fait qu'il ne faut pas trop être fou là-dessus. Fait que c'est juste de tout balancer ça, être data-centric avec le peu de data qu'on a. OK, intéressant. Puis tu as mentionné le mot working cap, justement, c'était une de mes questions par après. Comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau financement? Je pense pas que publiquement, vous avez fait de campagne crowdfunder ou campagne semblable. Est-ce que vous financez purement sur les retours de vos ventes? Est-ce que vous avez des plans d'expansion qui vont demander une ronde de financement quelconque? On avait levé 2 millions à l'été, au printemps 2021. OK. Pour supporter notre croissance. On avait une super bonne croissance qui, justement, coûte cher sur le working cap. Les banques sont toujours un peu plus craintives sur les marges de crédit, sur les prêts pour des entreprises qui ont 12 mois. Donc, on avait levé 2 millions. C'était bien entouré de partenaires financiers qui étaient capables de nous soutenir. Et depuis ce temps-là, on a fait x4. On a fait x4 depuis printemps. Merci. Fait que là, c'est le même problème encore. Le working cap, ça vient est toujours une contrainte. Manager ta croissance, mais aussi, c'est pas juste de commander de l'inventaire. Il faut que tu t'assures d'avoir l'espace. Il faut que tu savoir l'espace d'entrepôt, l'espace de bureau pour accueillir tes nouveaux membres de l'équipe. Donc, c'est toutes des choses auxquelles on pense, mais nous, on veut s'entourer de partenaires financiers qui peuvent nous aider à soutenir notre croissance pour les années à venir. Donc, on regarde nos options présentement. Intéressant. Et est-ce que IPO, des choses comme ça se discute ou dans le futur? Ça se rêve plus que ça se discute présentement. Okay. Mais ouais, à long terme. Je pense qu'on a une super opportunité de créer une entreprise durable qui amène beaucoup de valeur aux clients. Et je pense que si on fait les bonnes choses, qu'on exécute, et
qu'on ait un focus sur nos clients et sur l'efficacité. Je pense que les rêves peuvent devenir réalité dans les prochaines années, mais c'est plus un rêve qu'une discussion présentement. OK, intéressant. Mais même si c'est un rêve, c'est un petit peu dans la dernière section, on va y revenir, mais je pense que quand on en a parlé la première fois, tu m'avais même dit, pendant même avant que tu aies un seul employé, vous aviez déjà atteint un montant très important de vente, je pense 1 million de dollars. Donc, votre croissance a été quand même fulgurante, là. Je pense que c'est même pas un mot exagéré. Donc, oui, l'IPO, c'est peut-être loin un peu rêveur, mais vous avez quand même atteint des chiffres très rapidement, très impressionnants. Oui, les 6 premiers mois, on a fait 1 million de ventes. Et ça, j'étais le seul employé temps plein jusqu'en janvier 2021. Donc, on a lancé au mois de juin. Jusqu'au mois de janvier, j'étais tout seul. Donc, ce qui est recevoir des containers, j'appelais des amis pour qu'ils viennent m'aider à défaire les containers. Je préparais les commandes, je faisais service à la clientèle, je faisais le marketing. Je faisais tout, là, la comptabilité, le légal, s'il y en avait un petit peu. Donc, de A à Z, j'ai tout fait dans Cozy, qui me permet aujourd'hui d'être pas mal plus compréhensif. Quelqu'un a un problème d'opération, quelqu'un a un problème de customer service. Tu l'as vécu. Exactement. Donc, la croissance a été super rapide et la croissance a continué. En 2021, j'étais toute seule, 1er janvier. Là, aujourd'hui, on est 26. Fait que, on a cru 26x en nombre d'employés l'année dernière et ça se continue. C'est à tous les jours, on dirait qu'il y a des nouvelles personnes qui joignent à l'équipe. Donc, la croissance continue. Excellent. Ça, plus tard. Puis, j'ai pas le choix de te demander la question pour ce sujet de l'heure, mais est-ce que la pénurie de main-d'œuvre, vous avez trouvé des moyens à passer par-dessus ou ça vous a pas nécessairement trop affecté? C'est pas si pire présentement. On est quand même dans une bonne position. Je pense que les gens, on le met clairement dans nos offres d'emploi, quel genre de compagnie on est, qu'est-ce que tu vas bâtir avec nous, et on cherche vraiment des missionnaires qui partagent la même vision que nous. Et présentement, on s'en tire quand même bien. C'est difficile, mais on a bâti une super équipe, pleine de talents, pleine de ressources qui s'alignent avec ce qu'on veut créer dans le temps. Donc, je vais toucher du bois, mais pas trop présentement. Je suis sûr qu'on va avoir de plus en plus de difficultés dans le temps, mais présentement, ça va bien. On souhaite qu'il soit au moins mitigé, les difficultés, mais c'est une bonne nouvelle pour l'instant. Puis, je pense qu'un sujet très important, on est balado sur l'entrepreneur québécois, sur la relève entrepreneur québécoise que tu représentes très bien. Puis, je pense que tu vas bientôt la représenter encore plus, puisque vous allez planifier de lancer une nouvelle ligne. Donc, si tu nous parlais un petit peu plus de Nook, votre ligne 100% québécoise qui s'en vient, là. Donc, depuis jour 1, quand j'ai eu l'idée de Cozy, pour moi, je voulais la faire produire au Canada avec mon background chez Bestar. Si on va lancer une collection de meubles, ça va être fait au Canada. Ce que je me suis vite aperçu, c'est que si on voulait offrir de la simplicité et la meilleure proposition de valeur sur le marché, meilleure qualité-prix, ça aurait été impossible. J'explique, la confection d'un divan prend beaucoup de main-d'œuvre. C'est pas automatisé, c'est encore des couturières, le frame est coupé par des machines, mais assemblé à la main. Il y a beaucoup de main-d'œuvre qui va dans la confection d'un divan et donc dans le coût de produire un divan. Quand on compare le coût de la main-d'œuvre au Canada, quand on la compare en Asie, c'est très différent. Donc, c'est pour ça qu'on est allé en Asie, mais j'ai toujours gardé cette offre-là québécoise en tête. Et au lancement, il y a un manufacturier québécois avec qui on n'avait pas parlé pendant la confection parce que c'est vraiment des manufacturiers high-end qui nous ont approchés. On serait intéressé à faire quelque chose avec vous. Et c'est depuis ce temps-là, depuis même quand on parle de pré-lancement, finalement, le pré-lancement a peut-être été une bonne nouvelle parce qu'ils nous ont contactés pendant le pré-lancement. Ça fait 18 mois qu'on travaille avec eux pour développer un modèle canadien, québécois, qui représente l'innovation de design de Cozy, d'être en boîte, assemblage facile, désassemblage facile, mais avec les matériaux, le craftsmanship canadien. On a choisi les meilleurs matériaux qu'on pouvait trouver sur le marché. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à construire un meuble québécois, là, allons-y, all out. Exact, on va offrir une garantie à vie sur le produit. Fait que, il n'y a rien de plus sustainable que d'acheter un divan que tu vas garder toute ta vie. Fait que c'est vraiment avec un focus sur la sustainability, sur les matériaux, le craftsmanship canadien que la nouvelle ligne Nook, qui va être son brand à part,
Nook, N-O-O-K, va voir le jour dans les prochaines semaines. Donc, on est... et probablement la diffusion de ce podcast, Nook va déjà être en vente. Là. Ça va être nookliving.ca. Donc, Excellent. ça va être un produit, un brand assez cool à voir aller, je pense. Excellent. Le lien va être dans la description pour ceux qui veulent aller découvrir ça. Puis Nook, juste pour ma curiosité, ça vient d'où ce nom-là, dans le fond? Nook, en fait, c'est un petit raccoin. C'est un petit coin confortable. Et moi, j'ai un chien à la maison, un golden de 10 mois. Puis elle cherche toujours ces petits nooks pour aller se coucher. Donc, on employait souvent ce mot-là. Et quand je cherchais un nom pour le brand canadien, je pensais à Nook. Nook pour ça, qui vient vraiment chercher encore ce sentiment de confort-là qu'on va offrir avec les divans Nook. Donc, c'est une combinaison de plein de choses, encore une fois. Ça fait un lien avec Cozy aussi, intéressant directement. A Cozy Nook. C'est l'ultime. Exact. Pas mieux que ça. Nice. Puis aussi, je pense que vous allez pas non plus abandonner votre bébé Cozy. Vous allez sortir aussi un nouveau divan, le Cloud, si je me trompe pas à ce niveau-là. Est-ce que j'en sais rien. En fait, je connais juste que vous allez sortir ça. Si tu veux m'en parler un petit peu, je vais le découvrir en même temps que tout le monde, je pense. Cozy a commencé avec un produit. On n'offrait même pas de sectionnel. C'était juste le divan Cozy. 1 place, 2 places, 3 places, 4 places avec le pouf. On a sorti la chaise longue. On a sorti le coin. Tu as parlé du Cloud. On va avant ça sortir une collection limitée de Velvet. De velours, une collection velours, collection très limitée, 2 choix de couleurs. Et ensuite, le développement de produits, on ne reste pas à un modèle, 6 couleurs, divan sectionnel. T'sais, on veut s'en aller vers plus de modèles. Tu as parlé du Cloud, qui va être notre deuxième modèle, un style beaucoup plus loungy. Le Cozy est assez straight, très, très moderne. Plus moderne, exact. Exact, qui peut fitter dans plein d'environnements. Le Cloud est un petit peu plus laid back. Des coussins en plumes, de foam, combinaison plumes et foam, assise plus profonde, un différent feel qui va aller chercher une audience un petit peu plus sous-sol ou un petit peu plus décontractée. Pour la man cave. Exact. Donc, le Cloud vient vraiment chercher un autre type de divan. Mais après ça, on reste pas juste dans les divans. On est en train de travailler très fort pour sortir une collection de tables pour le salon. Donc, coffee table, side table, TV stands. On a aussi plusieurs plans pour faire évoluer la gamme dans le salon. On va vraiment se concentrer salon en premier et même peut-être sortir de la maison outdoor potentiellement. Donc, c'est tous des prototypes et des projets qu'on a dans le pipeline. Mais pour moi, Cozy, c'est pas Cozy Sofa. Là. C'est Cozy. Puis on va s'attaquer à tous les meubles à la maison, un par un, dans une façon diligente. Et on va apporter une valeur ajoutée pour le client avec la qualité des matériaux qu'on choisit, avec l'innovation de design qu'on a aussi et le prix. Là, on veut toujours offrir la meilleure qualité-prix. On n'en parle jamais dans notre marketing parce qu'on y croit que quand tu achètes un divan Cozy, tu le reçois, tu te dis, j'ai tout un deal, là. J'ai-tu vraiment payé ce prix-là pour le divan? Mais on ne fait jamais de discount, on ne fait jamais de promotion, on ne fait jamais de rabais. Mais quand tu reçois ton divan, c'est comme si tu avais payé un rabais parce que la qualité qu'on offre... T'en as eu pour ton argent. Exact. Puis pour moi, tous les meubles qu'on va sortir, ça va être la même chose. Ça va toujours être la meilleure proposition de valeur. Ça va être une expérience facile, simple. Donc, c'est assez excitant. Wow. Ben, je suis excité juste à l'entendre. Ça va être vraiment cool. J'ai déjà hâte d'essayer les sofas Cozy, mais en plus, tous ces projets-là, je pense que ça va être phénoménal. Puis ça va amener d'un vent nouveau là, dans une industrie qui en a besoin aussi. Là. Puis mon dernier point pour cette section-là, ça serait... Je sais que tu as parlé justement que c'était pas faisable au moins pour un premier produit venir ici au Québec, mais on a une très bonne force en design industriel par contre. Puis vous avez eu votre main-d'œuvre de design industriel est venue d'ici. Puis est-ce que tu verrais ça comme une force aux entreprises qui souhaitent justement partir un produit comme le tien, qui peut-être la production n'auront pas le choix de le faire à l'étranger, mais auront cette force de main-d'œuvre ici? On a travaillé avec une firme de design industriel quand on a commencé directement à Montréal qui s'appelait TAC Design. Je leur ai présenté mon projet, je leur ai présenté quel type de produit j'avais en tête, quelques sketchs, pas un très bon dessinateur, mais ils m'ont tellement bien appuyé pour la première conception du divan Cozy. Là. C'était une firme externe, c'est une des seules firmes externes qu'on a utilisées. On veut développer des capacités à l'interne, mais le design industriel, comme tu as dit, il y a vraiment du bon monde à Montréal, donc TAC Design nous ont super bien appuyés.
Vous n'êtes pas arrivé avec un projet facile non plus. Hein? Non, c'est ça, exact. Toutes les contraintes, tu sais, les contraintes de manufacture, les contraintes aussi d'assemblage, les contraintes de packaging, tu sais, tout ça, un divan à boîte, quand on y pense, c'est-tu solide, c'est-tu mauvaise qualité? Fait que pour moi, c'était vraiment, tu sais, de faire oublier ces contraintes-là aux gens, mais pour ça, il fallait que le produit parle de lui-même. Donc, ils ont vraiment été bons pour développer le premier projet Cozy. Puis ça demeure des super bons partenaires aussi. Là. Donc, Tag Design, pour ceux qui sont intéressés, peut-être mettre le lien aussi en description aussi. Excellent. Donc, on passe pas mal à la prochaine section du pain sur la planche parce qu'il reste du travail, c'est pas fini. Puis justement, on veut savoir qu'est-ce qui s'en vient un petit peu pour Cozy, pour Nook. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de... tu m'as beaucoup parlé des plans de croissance. Est-ce que ça passe beaucoup à travers vos nouveaux produits, par exemple? Là, je réalise, tu m'as pas mal dit un peu les plans. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui se préparent dans le pipeline, autres que les produits? Ben, c'est vraiment s'entourer de bonnes personnes. Je suis un jeune CEO, je suis un jeune président, 25 ans. Fait que c'est faire grandir l'équipe pour qu'on s'entoure des bonnes personnes. Ça, c'est vraiment important pour Cozy. Dès le début, amener Dominique Letourneau on board, qui est notre chef des opérations, chef des finances. Ça a été un game changer pour Cozy. Il arrivait 15 ans d'expérience à la caisse de dépôt. Il en avait vu des deals, il en avait accompagné des entrepreneurs. Donc, venir m'assister après ça. Toute notre équipe marketing, beaucoup d'expérience, mais qui partagent la même mission de Cozy, équipe développement de produits in-house maintenant, équipe customer happiness. Pour nous, c'est pas support client, c'est bonheur client. On appelle ça le customer happiness. Donc, même l'équipe d'opération, on parlait d'efficacité. Si on veut vraiment offrir la meilleure proposition de valeur, il faut qu'on soit super efficient avec notre supply chain. Fait que juste s'entourer de bonnes personnes et de bâtir une infrastructure pour nous permettre de meet ces objectifs de demande-là. Les objectifs de croissance, je pense que ça va être la priorité dans les mois à venir. Et ensuite, s'entourer de bons partenaires financiers qui peuvent nous appuyer dans cette croissance. On n'en a pas parlé, mais Cozy, j'ai commencé ça avec l'idée que ça serait juste au Canada. Et là, avec le succès qu'on a eu dans les 18 premiers mois, la valeur de proposition qu'on offre aux clients, pour moi, il y a une place énorme pour Cozy à l'international et commencer peut-être par les États-Unis à l'été 2022 pourrait faire beaucoup de sens pour Cozy. Donc, tranquillement, c'est des projets qu'on met en place, mais je pense croissance de l'équipe, mettre l'infrastructure en place, développement de produits, après ça, développement régional, international. Je pense que si on exécute sur ces 4 choses-là, on va être à bonne place pour mieux rêver dans les prochaines années, comme tu dirais. Intéressant. Puis, il y a une expression qui dit ne faut pas avoir peur de s'entourer des gens plus intelligents que nous ou plus expérimentés que nous. Je pense que dans le premier point, c'est un petit peu la philosophie que tu as à ce niveau-là. 100%. 100%. Sans l'équipe qu'on a aujourd'hui, jamais Cozy serait où on est aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Tout le monde a toujours beaucoup à apprendre. Donc, s'entourer des bonnes personnes tôt dans l'aventure, aux entrepreneurs aussi, ne pas avoir peur de se diluer pour faire rentrer des partenaires qui sont avec vous à 100% dans l'aventure. Moi, quand Dominique est arrivé, j'ai pas eu peur de donner un bon chunk de l'entreprise pour vraiment qui m'aide là, dans la croissance, qui m'aide à s'entourer. Puis Dominique est un fervent défendeur aussi de s'entourer des bonnes personnes, de construire la bonne équipe. Donc, ça, c'est très important pour nous. C'est pas grave si c'était le dumbest person in the room. En autant que Cozy est bien, moi, c'est ça le but. Excellent. Donc, ça m'amène pas mal à ma prochaine question, qui est la question qui tue, qu'on aime bien poser. Donc, nouveau modèle de cette saison du balado. Pour toi, c'est quoi la différence entre faire 1 million de ventes sans même un employé à maintenant, ou justement de 26 employés, donc différentes réalités? C'est quoi la plus grosse différence pour toi dans tout ça? Là? C'est pas mal plus le fun. C'est pas mal plus le fun à partager le succès. Tu rentres le lundi matin, tu as tout le bureau, un matin au team meeting, justement, on était toute l'équipe là, on parlait de notre fin de semaine, on parlait du Super Bowl. Quand je rentrais au mois de novembre 2020, le team meeting, c'était moi, là, comment était ton Super Bowl? Il n'y avait pas grand monde à partager les succès, à partager des idées, à bouncer des idées. Je pense que c'est la plus grosse différence. C'est pas les chiffres de vente, c'est l'équipe
s'entourent autour de toi. Donc, c'est vraiment ça la différence. Là. C'est l'équipe. C'est le fun de tout faire, mais c'est le fun aussi d'avoir des choses, des personnes qui peuvent nous aider à faire ces choses-là. J'aime ça. Partager le succès, là, je pense que c'est une ligne qu'il faut noter. Là, c'est important. C'est excellent. Puis, je finis avec deux petites questions, dans le fond, pour finir le balado, dont notre grande question finale. Est-ce que le Québec, selon toi, est né pour un gros pain maintenant? Certainement. C'est tellement que trouver que c'était un bon titre de podcast. Ça représente le Québec, le né pour un petit pain. Je viens d'une famille, des racines très québécoises, une famille québécoise, des familles de 16, des familles de 20. Donc vraiment, Québec-based. J'utilise des anglicismes que je ne devrais pas. Mais c'est pas grave. Mais certainement que le Québec est né pour un gros pain, sans aucun doute. J'aime ça. Puis je sais pas si tu as des lectures dans des livres que tu as lus qui t'ont marqué dans ta vie ou que tu en lis un en ce moment que tu voudrais partager peut-être ou... J'ai lu pas mal de livres avant de rentrer à McGill aujourd'hui. Une belle bibliothèque bien remplie dans mon bureau. Présentement, je lis le deuxième livre d'Amazon. Il y avait eu The Everything Store qui est sorti début des années 2010. Et là, le même auteur a fait une partie numéro 2 les années suivantes, le retail d'Amazon. Amazon Unbound, super bon. La vision d'Amazon, les daily activities d'Amazon. Donc, je recommande pas terminer. Le livre que je vais attaquer après, c'est Let My People Go Surfing de Yvon Chouinard. Là, on a parti un book club chez Cozy et c'est le premier livre que l'équipe a décidé de lire. Je ne sais pas quel message ils essaient de m'envoyer, mais mon livre préféré serait Shoe Dog de Phil Knight, le créateur de Nike. Ah, OK. Donc, toute l'histoire de Nike, de son voyage au Japon, quand il va trouver la première paire de souliers qu'il va vendre jusqu'à l'IPO quelques années plus tard. Donc, vraiment, là, une histoire... quand on pense aux géants de Nike aujourd'hui, et qui est quasiment mort 10 fois en s'en allant, dans les premières années, c'est assez... C'est une super histoire d'entrepreneuriat. Sinon, je pense que tous les entrepreneurs, avoir une compréhension de la comptabilité et des finances d'une compagnie, comment créer de la valeur à long terme. J'ai lu beaucoup de livres sur la comptabilité, beaucoup de livres sur la finance, création de valeur. Je recommanderais toutes ces lectures-là, toutes les lectures en fait de Warren Buffett que vous pouvez trouver, là, même si c'est des lectures qui datent de 30 ans, 40 ans, la philosophie reste pareille. Toutes les lectures de Charlie Munger, son partenaire aussi. Donc ça, c'est vraiment des lectures que je recommanderais pour les entrepreneurs qui cherchent à bâtir de la valeur à long terme. Intéressant. Puis on va s'assurer aussi de le mettre le plus possible dans la description pour ce que tu as mentionné, pour que les gens puissent les retrouver. C'est excellent. Je te remercie pour tous ces insights que tu nous as donnés dans Cozy, dans toutes tes opérations, puis les bonnes quotes là, que même j'ai pu highlight. Je trouve ça super intéressant. Moi aussi, j'utilise plein d'anglicismes. Juste les forces d'être à Montréal. Exact. Donc, je te remercie d'être passé au podcast, au Studio Machiavel. Donc, merci encore une fois. Merci, Louis. D'être venu. Donc, c'est tout pour nous cette semaine. Donc, on se revoit dans 2 semaines pour notre prochain épisode. Ciao! Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au Studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.